Bonjour chers amis, au micro frère Thierry, et Pierre-Jean n'est pas très loin, vous allez bientôt entendre le son de sa voix, rassurez-vous. J'ai le plaisir de recevoir, pour là je crois la troisième fois, Monsieur Finel. On avait déjà fait une émission sur l'opérette. Oui. Et on va reprendre ce thème et présenter un compositeur. D'abord, on pourrait commencer pour rappeler nos auditeurs ce qu'est l'opérette. Eh bien, l'opérette, c'est l'art le plus complet, où il y a le chant, bien évidemment, mais aussi la danse, la comédie, une partie comique. Il y a également de très beaux décors et de très beaux costumes, généralement. Et ça a été évidemment une grande réalisation qui a marqué le Second Empire, les années folles, La Belle Époque, et aussi évidemment les années 50 après-guerre. Comment expliquez-vous que cet art qui était prisé sous le Second Empire, après été mis, pas aux oubliettes, mais au rebut, mis de côté? Eh bien, ça ne dépend que de la volonté d'un homme. Et c'est bien le gros problème en France, c'est qu'on ne s'occupe pas du public, de ce qu'il aime. On lui impose une culture, même si cette culture ne sert à rien. On lui impose une façon de penser, et ça c'est très surtout depuis les années 81, Oui. où on nous impose une façon de faire des spectacles pour une certaine intelligentsia qui de toute façon n'ayant pas de référence, on voit des décors complètement ahurissants, voilà, mais il faut choquer maintenant, qui se parlent. Voilà, exactement. Maintenant, il faut choquer, il faut faire le buzz, comme ils disent. Et pourtant, c'était un art populaire. C'est un art populaire. Un théâtre qui fait de l'opérette gagne de l'argent, mais il est vrai que c'est un art aussi qui coûte cher, car il y a beaucoup de monde sur scène. Plus l'orchestre, et les décors. Et les décors, les costumes. Et c'est vrai que c'est un art qui coûte cher. Et c'était un art qui pouvait, disons, unir toutes les classes d'une société. Absolument, c'était de 7 à 77 ans, comme Tintin. Oui, mais pas uniquement ça, bien sûr. Mais aussi toutes les classes sociales. Toutes les classes sociales, absolument. Absolument, parce que chacun, il trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Que ce soit des amateurs de bel canto, que ce soit des amateurs de grands spectacles et à l'époque, féeriques. on pouvait très bien aller à la Comédie Française, et après aller au Grand Boulevard. Bien sûr, on allait à la Comédie Française, on allait à l'Opéra, on allait au Châtelet, à Mogador, à la Gaîté Lyrique. C'était des lieux emblématiques. Alors qu'aujourd'hui, les pseudo-élites considéraient comme une déchéance. Ah oui. D'aller voir une opérette. Oh là là. Oui. On considère ça vraiment comme un art mineur. Alors qu'on nous rebat les oreilles de comédies musicales qui sont généralement d'une pauvreté harmonique, d'une pauvreté d'orchestration et surtout d'une pauvreté d'écriture musicale, on nous rabat tout ça constamment, alors que l'opérette est quand même un art totalement français. C'est quand même très dommage qu'en France, on laisse tomber ce qui a fait la culture de la France. Et surtout, certains compositeurs de livret ont pu écrire aussi les opéras. Ah oui, tout à fait. Mais ça, c'est bon de le rappeler pour nos auditeurs. Il n'y avait pas de coupure. Il n'y avait pas de coupure. Comme c'est encore en Allemagne, en Autriche, etc., où les chanteurs d'opéra chantent de l'opérette, ils sont absolument pas... C'était une culture vivante. Bien sûr. Ils ne se sentent pas dégradés parce qu'ils font de l'opérette. Pas du tout. Il n'y a qu'en France que ça se produit. Donc, si on veut résumer sous forme de, je dirais pas de boutade, mais de phrase choc, on pourrait dire que la comédie, c'est fustiger les travers en riant. Oui. La tragédie, c'est l'étude, du moins le théâtre classique, la tragédie classique, avec les 4 unités, temps, lieu, action. L'analyse psychologique. L'opérette, c'est avant tout une distraction. C'est une distraction, mais il n'empêche qu'il y a des opérettes extrêmement bien écrites, subtiles, notamment des œuvres de Messager, par exemple, Véronique, ou Coudrouly, Monsieur Beaucaire, tout ça, qui sont des petits bijoux au niveau de l'écriture, de Reynaldo Hahn également, Ciboulette. Musicalement, ce sont des petits bijoux, parce que l'opérette a une chose pour elle, c'est que il y a plusieurs styles dans le style. Vous avez l'opérette classique,
avec les Mousquetaires au couvent, les Cloves de Corneville, la Fille de Madame Angot. Vous avez évidemment le théâtre Offenbach, la Belle Hélène, la Vie parisienne, la Grande Duchesse, etc. Vous avez l'opérette viennoise, Strauss, Léard, Kallmann, avec la princesse Zardas, rêve de valse, etc. Vous avez l'opérette 25 avec tous les Maurice Yvain et les Christinet, là-haut, Dédé, ta bouche, pas sur la bouche, etc. Vous avez l'opérette à grand spectacle, qui est l'opérette qui a tenu au Châtelet depuis 1928 jusqu'à sa fermeture en 1979. Et vous avez là-dedans des opérettes qui ont été écrites pour de grandes vedettes de la chanson, comme Mariano, Tino Rossi, Guettari, Dassari, Irigoyen, etc. Alors, ça, ces grands personnages, on consacrera pour chacun d'eux absolument une émission. Bien souvent, l'opérette évoque des pages d'histoire aussi. Souvent, les thèmes des livrets sont à consonance historique. Alors bien sûr, on s'arrange avec la réalité parce que il faut en faire un spectacle. Donc, on le truffe de chevauchées, de bateaux, de duels, etc. Mais il n'en résulte pas moins que, bien souvent, c'est pris d'un fait historique. Est-ce que vous sentez sur l'opérette l'influence du romantisme? Oui, totalement. Parce que l'opérette mélange plusieurs genres, oui, musicaux et littéraires. C'est ça. Un peu comme Victor Hugo, qui met le bonnet rouge sur le dictionnaire. C'est-à-dire que avant, il y avait déjà la tragicomédie, on mélangeait les genres. Et là, l'opérette mélange tous les styles. C'est vrai. À la fois au point de vue de la construction de la pièce, au point de vue musical, et au point de vue historique. C'est vrai. Et on pourrait dire qu'il se veut presque un art total. C'est un art total qui réunit les trois grands thèmes des études pour faire du théâtre avec un grand T, le chant, la danse, la comédie. Mais il y a aussi la musique, avec la partition, l'orchestration. Il y a évidemment tous les costumes, les décors qui ont souvent été dessinés par des grands peintres. Comédie a un côté un peu de satire sociale, la tragédie, une analyse psychologique, l'opérette, c'est avant tout essentiellement une distraction. C'est une distraction, mais avec Offenbach, il y a quand même une satire sociale du Second Empire, quand même. Il y a une satire. Et pourtant, aussi... on y consacrera une émission à Offenbach. Oui, bien sûr. Mais c'est quelqu'un au fond de très intégré dans la société. Ah oui. Et même dans le monde politique de l'époque. Ah oui, il a tout fait pour être intégré à la société. Ça n'a rien à voir, par exemple, les gens qui connaissent le théâtre avec un Genet. Non, pas du tout. Mais il y a parfois, dans certains livrets, oui, il y a des pics sur l'état du gouvernement, oui. Etc. Oui, il y a un côté chansonnier au niveau des fantaisies. Justement, j'y pensais à ça. Un côté chansonnier. Ça fait penser un peu, mais ça a complètement disparu. Les chansonniers de Montmartre, qui, chaque semaine, résumaient l'actualité en chanson. Bien de sûr. manière très libre. C'est vrai. Et ça a complètement disparu aussi. Ah, ça a complètement disparu, oui. Et presque en même temps que l'opérette. Oui, parce que on ne veut pas de ce qui paraît être un art facile. Or, croyez-moi, c'est pas un art facile. C'est un art très difficile, où il faut savoir faire énormément de choses. Mais pour les pouvoirs publics, ça paraît du sous-théâtre, donc nous n'avons plus le droit de citer. Donc aujourd'hui, ces théâtres d'opérette ne sont plus du tout subventionnés. Alors, les théâtres d'opérette de Paris, qui ont fait la gloire de ce style et qui ont été prisés énormément, surtout dans les années 50, le Châtelet n'a plus du tout vocation à faire de l'opérette, malheureusement, car c'était quand même la salle prédestinée à ça, parce que c'est quand même la plus grande scène d'Europe
avec des possibilités de changement de décor absolument extraordinaires. Mogador, qui était le grand rival, c'était les deux théâtres en rivalité, Maurice Lehmann au Châtelet, Henri Varna à Mogador, où on montait aussi des opérettes à grand spectacle. Alors, moins de place qu'au Châtelet, donc il fallait redoubler d'imagination au niveau des décors et au niveau des clous du spectacle, comme on disait. L'autre avait un clou facile, il mettait des chevaux, des éléphants sur scène et hop, c'était parti. Au Mogador, on ne pouvait pas monter d'animaux sur scène, donc il fallait redoubler d'ingéniosité. Voilà. Et puis la gaieté lyrique. Alors oui, Mogador qui n'a plus du tout non plus, alors qui fait des comédies musicales, alors beaucoup de choses évidemment étrangères. Mais c'est l'influence américaine. Sur l'influence américaine, bien sûr. Ils nous demanderaient de sauter à l'eau, on irait, donc on prend tout ce qu'il y a chez eux et pas forcément du bon. Et la gaieté lyrique qui a été fermée, détruite par Jacques Chirac quand il était maire de Paris pour en faire un parc d'attractions pour des gamins, évidemment qui a été un flop, qui a eu deux faillites frauduleuses, et qui maintenant revoit le jour, mais enfin qui n'a plus rien à voir. La salle telle qu'elle était n'existe plus, enfin bon, c'est plus du tout pareil. Et cette gaieté lyrique, avec Henri Montjoie, qui a été un directeur très avisé, où il y a eu des créations d'opérettes à grand spectacle, mais aussi des reprises des œuvres du répertoire. Voilà, ça c'était les trois grands lieux de l'opérette à Paris, mais il y avait d'autres théâtres, comme le théâtre de la Porte Saint-Martin, comme le théâtre de l'Européen, l'ABC, Bobino, qui faisaient aussi des opérettes. C'était vraiment le style très en vogue dans les années 50. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est en France de l'opérette? Il n'en est plus grand-chose. Car beaucoup de théâtres municipaux qui avaient une saison lyrique, avec tant d'opérettes par an, tant d'opéras, et ça ne les empêchait pas de recevoir les tournées théâtrales, etc. Les autres jours de la semaine, pour les trois quarts, sont fermés aujourd'hui. Ceux qui subsistent encore ne font plus d'opérettes, car les maires ne veulent pas de ça. On suit l'ordonnance du ministre de la Culture, qui n'y connaît rien, mais qui est là pour défendre une politique qui n'est pas du tout faite pour le théâtre de divertissement. Est-ce qu'il y a encore quelques lieux privilégiés en France? Non. Du tout? Du tout. Mais ça vous arrive encore, vous, de monter? Oui, bien sûr, oui, dans des villes alors donnez votre expérience. Qui sont restées un peu fidèles, mais on monte une opérette parfois pour une seule représentation. C'est quand même... Est-ce que c'est rentable? Non, pas vraiment. Donc, dans ce cas-là, c'est subventionné. Quand c'est subventionné, ça rentre évidemment dans la subvention du théâtre et l'opérette est à part entière, il n'y a aucun problème. Mais ça m'est arrivé, moi, de faire vraiment ric-rac, quoi, voilà, de dépenser ce qui était rentré, quoi, voilà. Un budget en équilibre. Voilà, un budget équilibré. Mais autrement, c'est vrai, c'est un spectacle qui coûte cher, avec les charges sociales aujourd'hui qui sont écrasantes. Évidemment, on a de plus en plus de mal à monter ce genre de spectacle. Et à l'étranger, qu'en est-il? Alors, en Autriche, tout ça, on joue beaucoup d'opérettes. Alors évidemment, ils jouent surtout les opérettes viennoises. Les Léard, les Kallmann, les Strauss, etc. Évidemment. Mais l'opérette a raison de citer et est jouée par de grands chanteurs comme Elisabeth Schwarzkopf, vous voyez, des personnes comme ça, qui sont des chanteurs d'opéra, mais qui n'ont absolument aucun problème à venir chanter de l'opérette. Aucun. Et est-ce qu'il y a d'autres pays Oui, l'Espagne avec la Zarzuela. La Zarzuela, c'est ni plus ni moins... c'est une vieille tradition. C'est une vieille tradition, c'est ni plus ni moins que de l'opérette. Voilà, oui, l'Espagne a gardé ça, bien sûr. En Italie aussi, il y a ce genre de spectacle. Non, c'est... En L'Allemagne, bien sûr, il y a toujours de l'opérette. L'Allemagne, l'Autriche, c'est à peu près les mêmes spectacles, mais il y a toujours de l'opérette. Bon, les Anglais, c'est différent. Ils ont la comédie musicale. Qui est différent. Mais ils ont la comédie musicale telle qu'elle était il y a encore 50 ans, c'est-à-dire avec des thèmes qui se rapprochent quand même de l'opérette, surtout dans la construction du livret. Vous avez des opérettes comme Hello Dolly, des comédies musicales comme Hello Dolly, My Fair Lady, Carousel, des choses comme ça, Oklahoma, tout ça, ça peut ressembler
un petit peu à une opérette. Que les comédies musicales dont on ose utiliser le titre aujourd'hui de ce qu'on nous présente avec les Notre-Dame de Paris et autres, Autant n'emporte le vent et que sais-je, n'ont absolument rien à voir avec une opérette. Rien à voir. Qu'est-ce que vous voyez comme différence? La différence, déjà, c'est pour que nos auditeurs comprennent. Alors, la différence, c'est qu'on prend des thèmes maintenant qui peuvent être des thèmes tristes. L'opérette a des thèmes gays. Ah, d'accord. Voilà. N'oublions pas la grande phrase de Maurice Lehmann qui répondait à un de ces machinistes qui lui posait la question, mais Monsieur Lehmann, quelle différence y a-t-il entre l'opérette et l'opéra? Et de répondre, Lehmann lui avait dit, à l'opéra on meurt, à l'opérette on se marie. Voilà, généralement les thèmes sont gays. Pourtant, à l'opérette on voit souvent le pâle. Oh, un supplice qui commence si bien. Et qui finit si mal. Dans le chanteur de Mexico, vous avez le Maguire qui roule de 32 cm dans la nuit. Donc ça peut faire très mal. Mais oui, l'opérette a des thèmes gays. À part le Pays du Sourire où ça se finit mal, les autres pièces, généralement, ont un happy end formidable dans des merveilleux décors avec des costumes rutilants, bien sûr. Alors que les thèmes de la comédie musicale d'aujourd'hui ne sont pas des thèmes pour que ça se finisse bien. On prend des thèmes généralement piqués à des romans. Ça, c'est bien un reflet. Pas besoin d'inventer. C'est bien un reflet de l'état de notre société. Complètement morne, triste, noire. Oui, c'est tout à fait ça. Mais moi, je ne suis pas allé voir les spectacles. L'opéra de la Belle Époque, on sentait une certaine légèreté. Ah, mais il y a une légèreté, la joyeuse, tout ça. Voilà, il y a une légèreté dans tout ça qu'il n'y a pas dans les spectacles d'aujourd'hui. En plus, ce sont joués par des anonymes totalement. On n'a même pas la politesse de marquer leur nom sur l'affiche. Je trouve ça vraiment honteux. Maintenant, la vedette du spectacle, c'est le producteur. Moi, je sais pas, de mon temps, c'était la vedette, c'était celui qui se tapait la pièce. C'était pas celui qui la payait. Voilà. Tout est changé maintenant. Donc, évidemment, personne de connu, personne sur l'affiche. Donc, les personnages sont interchangeables. De toute façon, comme on les connaît pas, c'est pas bien grave s'ils sont pas là. Vous voyez, tout ça n'a plus rien à voir avec le théâtre tel qu'il doit être enseigné et pratiqué. On pourrait faire presque les mêmes réflexions sur le théâtre classique aujourd'hui. Théâtre classique et même le théâtre de boulevard, vous savez. Qui a quasiment disparu. Mais ce qu'il faut bien, moi je dissocie beaucoup le théâtre de boulevard et le vaudeville, qui sont de même essence, mais il y en a une qui se tient plus que l'autre. C'est quand même inadmissible qu'en France, pays des auteurs, il n'y ait pas un théâtre à l'année, subventionné, qui ne fasse que du vaudeville. Il faudrait l'appeler le vaudeville, d'ailleurs, et ne faire que du vaudeville. C'est les Feydeau, les Labiche, etc., etc. C'est quand même des pièces extraordinaires. Alors, on en monte à la comédie française. Oui, mais de temps en temps. Très rarement. Très rarement. Et ce sont des auteurs quasiment inconnus aujourd'hui. Exactement. Même dans les manuels de littérature. Totalement. Ils sont ignorés. Totalement. Alors, moi, je pense que ce serait bien qu'il y ait d'abord, il faudrait un théâtre pour de l'opérette, un théâtre pour du vaudeville, les théâtres de boulevard qui, eux, sont des théâtres privés généralement, donc bon, qui s'occupent de monter les pièces qu'ils ont envie, mais pour le reste, ça fait partie de la culture française. Et on essaie toujours de rejeter cette culture qui a fait notre pays, quand même. Que devient le Châtelet? Alors le Châtelet, c'est extraordinaire. Le Châtelet qui a été en travaux, encore une fois, ils font que ça, en demandant des bons de souscription à tout le monde. Bien sûr. Ça très bien. La mairie de Paris n'est pas capable d'entretenir ses propres monuments. Le Châtelet, évidemment, n'a plus du tout vocation à faire de l'opérette. On y fait tout et n'importe quoi, beaucoup de n'importe quoi. Et voilà, mais ça plaît à Madame le maire de Paris. Et elle est contente. Et, on dit pas Madame la maire? Pas moi, non, parce que non, le dictionnaire, non, ne le fait pas. Et je ne pense pas que cette personne descende de l'Académie française, donc je l'appellerai comme elle doit être appelée, Madame le maire. Écoutez, si on peut violer la langue, c'est quand même un plaisir. Bah écoutez, j'aime autant pas avec elle, en tout cas. Ça dépend des goûts. Donc, résumons-nous pour cette première partie d'émission. Comment
pouvez-vous redéfinir pour nos auditeurs les caractéristiques de l'opérette? Alors, les caractéristiques de l'opérette. On disait que c'était un art total. C'est un art total. Au départ, c'est une pièce de théâtre, avec une partie sentimentale, une partie comique, et une partie qui fait avancer l'histoire. Les thèmes peuvent être, comme on l'a dit, basés sur des faits historiques, comme Viva Napoli, qui parle, c'est une histoire à partir de Bonaparte. Les Trois Mousquetaires, bien sûr, c'est les Trois Mousquetaires de Dumas. Bon, arrangé pour la scène, parce qu'on ne peut pas tenir évidemment des heures et des heures et des heures. Mais une opérette fait à peu près 3 heures. Mais on y retrouve les principaux personnages, etc. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, il faut incorporer la musique, qui va être le plus important, évidemment, puisque le plus important dans l'opérette, c'est quand même la musique. Alors, une fois qu'on a notre canevas pour le texte, on va mettre les chansons et les ballets qui vont venir agrémenter tout ça. Une fois que le compositeur a écrit sa partition, si c'est pas lui qui orchestre, on la donne à un orchestrateur qui va donc arranger la partition pour l'orchestre. On demande évidemment à des dessinateurs, des stylistes, etc., de faire les maquettes des décors, les maquettes des costumes. Alors ça peut être la même personne qui fasse les deux, ou 2 personnes différentes. Rappelez-vous, au théâtre ce soir, il y avait Roger Hart et Donald Caldwell. L'un faisait les décors, l'autre faisait les costumes. Alors au théâtre d'opérette, c'est pareil. Ça peut être la même personne, comme ça peut être 2 personnes différentes. Et une fois qu'on a tout ça, que tout ça est fait, eh bien on commence les répétitions et c'est parti. Et à l'époque, c'était parti pour 2 ans, très souvent. C'est le matin polynésien, comme on est bien sur le lagon quand il revient. Sous le soleil, rien n'est pareil, et le corail s'enflamme de reflets vermeils. Quand chaque fleur ouvre son cœur, il y a dans l'air les 1000 parfums du bonheur. Quand les oiseaux glissent sur l'eau en poursuivant la voile blanche d'un bateau, c'est le matin d'un autre monde. C'est le matin polynésien. Le matin d'un autre monde, c'est le matin polynésien. C'est le matin polynésien, quand au lointain monte le chant des Tahitiens, quand sous le ciel d'un bleu pastel, un vent léger vient caresser tout l'archipel. Quand l'Alizé vient nous griser, on a besoin d'une présence et d'un baiser. Un nouveau jour s'ouvre à l'amour, et l'on voudrait dans ce pays rester toujours. C'est le matin d'un autre monde. C'est le matin polynésien. C'est le matin d'un autre monde. C'est le matin polynésien. C'est le matin polynésien.
là, on est dans la Polynésie. On est dans la Polynésie, oui, on est dans l'opérette L'amour à Tahiti de Francis Lopez. Voilà, c'est une opérette qui a été créée par Georges Guettari, Maria Candido, Francis Linel, voilà. C'était une belle distribution, oui. C'était une pièce très amusante, avec des magnifiques ballets, vraiment tahitiens, hein, des vrais tahitiens. Et c'était très sympathique. C'est une pièce sans prétention, mais la musique était très colorée, très sympathique. Et la pièce était drôle, donc c'était un moment de détente, quoi, L'amour à Tahiti. Rien à voir avec les grosses pièces comme Le Prince de Madrid, ou, voilà, ça rien à voir. Ou Marco Polo, ou La Caravelle d'Or, rien à voir. Mais bon, Lopez avait cette faculté de pouvoir écrire des grands spectacles, comme des petits, qui justement, ceci se rapproche vraiment de la comédie musicale telle que nous, Français, nous la voyons. Est-ce que vous pourriez en quelques mots évoquer la carrière de Lopez? Ah oui. Et ses grandes œuvres. Et ses grandes œuvres. Vous savez, Francis Lopez est certainement le plus ingénieux compositeur des 100 dernières années. C'était un mélodiste de génie. Lopez, auprès duquel j'ai travaillé pendant 15 ans quand même, nous avons travaillé ensemble. Il a écrit pour moi ses dernières opérettes. C'était un personnage extraordinaire. Entre autres, qu'est-ce qu'il a pour moi, il a écrit La Marseillaise, qui est une pièce très intéressante sur la création de La Marseillaise par Rouget de Lille. C'était très intéressant. Il y avait de très beaux rôles. Et musicalement, c'est certainement sa dernière très grande partition. Et puis, il a écrit pour moi La Belle au terreau, où je faisais Toulouse-Lautrec. Et Sissi, avec un livret de Nadine de Rothschild. Vous voudriez pas nous chanter un petit air? Oh, tout à l'heure. Ah bon. Tout à l'heure. Pour finir. Pour finir. Très bien. On finira en beauté. Voilà. Donc Lopez. Alors Lopez est né le 15 juin 1916 à Montbéliard. Alors ça, c'est bizarre pour un Basque, pur Basque, avec une mère qui avait aussi du sang argentin et un père du sang péruvien, l'ensemble des Indiens. Il naît à Montbéliard. Pourquoi? Parce que sa mère, Madame Lopez, Bertha Anna, était allée voir son mari qui était en garnison dans le Doubs. Et à Montbéliard, il y a eu tellement de bombes qui sont tombées, etc., elle a pris peur et ça a fait naître l'enfant plus tôt que prévu, et il est né dans le Doubs au lieu de naître au Pays Basque. Voilà. Alors Francis, c'est un jeune homme qui vit au Pays Basque toute la première partie de sa vie, entouré de sa mère, de ses oncles. Il perd son père très jeune, de ses oncles et tantes, d'un cousin curé qui lui a appris à jouer au rugby, et le patronage. Et voilà. Il apprend le violon, puis le piano. Mais il ne se destine pas à une carrière de musicien. Il prendra la profession de son père, il deviendra dentiste. Donc, il monte à Paris pour suivre ses études à la faculté de médecine. Il fait médecine et stomatologie. Il est reçu dans les deux disciplines. Et il ouvre un petit cabinet dentaire rue Lauriston. Mais avec un de ses cousins qui est pianiste, et il aime bien le soir aller jouer dans les boîtes de jazz, etc. Et il part à la guerre, et le commandant de leur bataillon, ayant appris que Lopez jouait du piano, lui dit: voilà, pour Noël, j'ai écrit une chanson, j'aimerais bien que vous me la mettiez en musique. Et Lopez dit: moi je sais pas, c'est pas mon métier. Jouer, oui, mais inventer une mélodie. Et c'est là qu'il écrit sa première chanson. Allez, petits soldats de France, chantons tous en chœur. Voilà, et c'est parti de là qui s'est réveillé cette fibre musicale absolument intarissable, parce qu'il avait un génie mélodique intarissable. Et c'est de là qu'il est parti pour faire cette carrière de compositeur d'opérette. Alors je passe bien sûr des épisodes où il a écrit d'abord des chansons, notamment pour Guettari, Robin des Bois,
Honolulu, à la Libération, tout le monde chantait et dansait sur Honolulu. Et puis des chansons prises par le grand orchestre de Raymond Legrand, le père de Michel Legrand, qui avait un orchestre un peu, qui avait pris la suite un peu de Réventura, qui avait eu des problèmes étant israélite, il y avait eu des problèmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Raymond Legrand avait pris un peu le remplacement de ce manque, et il lui avait pris beaucoup de chansons qui passaient évidemment à la radio, beaucoup, Le rat des villes, le rat des champs, Perrette et le Potolet, Jim, Le refrain sauvage, etc., qui ont été des énormes succès à l'époque, parce que c'était joué en boucle constamment dans les bals, etc., etc. Et puis un jour, Lopez s'était mis à chanter aussi, et il passait à Bobino. Et après le spectacle, le directeur du théâtre de la Gaîté Montparnasse vient le voir dans sa loge. Il dit, voilà, je vais devoir un spectacle avec Édith Piaf, elle ne peut pas le faire, j'ai rien pour la période des fêtes, est-ce que vous n'auriez pas une opérette? Lopez. Et là, dans la loge, il y avait Marc Cab. Marc Cab, ça a été un librettiste très connu, qui a écrit beaucoup de pièces, notamment pour le théâtre Mogador, pour Varna, et beaucoup de livrets de revues pour le Casino de Paris, dont Varna était aussi le directeur. Et Varna Marc Cab dit, si, il y en a quelque chose. Alors Lopez reste interloqué. Le directeur de la Gaîté Montparnasse s'en va. Et Lopez lui dit, mais j'ai rien. Il lui dit, quand un directeur te demande si tu as quelque chose de près, il faut toujours dire oui. Et il dit, bon, on va trouver quelque chose. On va appeler un librettiste ami qui est à Marseille. Il a beaucoup travaillé pour arranger des pièces de Scotto et à Libert, le genre de Scotto, comme à de la Canebière, Trois de la Marine, vous voyez, ces opérettes marseillaises. Lui, il va bien nous trouver un truc. Donc, il l'appelle, il le trouve au bout de je ne sais combien de coups de téléphone, parce qu'il faisait tous les bars de la Canebière et du Vieux-Port, et il dit, bon, j'arrive, j'ai un sujet. Il a un sujet qui s'appelait Mariage à l'essai, qui était un sujet qui avait été évoqué pour Rina Ketty et le comique Gorlet. Ça ne convainc personne, il dit non mais je peux remanier le livret, etc. Donc il commence à remanier, et ça se passe chez les Gitans. Il dit mariage gitan, ça plaisait pas beaucoup non plus. Et Lopez leur dit, écoutez, moi j'ai un jeune ténor que j'ai rencontré, un jeune ténor espagnol, il est beau, il chante bien, je suis sûr qu'il va faire un coup extraordinaire si on le prend. Alors les autres n'étaient pas tellement heureux, parce qu'ils voulaient plutôt quelqu'un de connu. Ça fait rien. Mariano, puisqu'il s'agit de lui, débarque. Et ils entendent Mariano, il est extraordinaire. Donc ça s'appellera La Belle du Budapest. Et Mariano dit, écoutez, Lopez est espagnol, je suis espagnol, pourquoi que ça se passerait pas chez les Gitans de chez nous plutôt que ceux de Hongrie? Eh bien oui, et c'est comme ça qu'est née La Belle de Cadix. La Belle de Cadix. Voilà, qui a été créée en 1945, le 24 décembre 1945, et qui a été un succès énorme. Énorme. Ça a duré 4 ans. Vrai. Mariano a abandonné le rôle au bout d'un an. Il a été remplacé par Rudy Rigoyen. Et voilà, une grande voix aussi de l'opérette. Et la pièce s'est jouée 4 ans. Et après, Lopez va jouer un va-tout avec la Gaîté Lyrique. Il déclare dans un journal que sa prochaine opérette va être créée à la Gaîté Lyrique. Évidemment, c'était faux. Et il reçoit un coup de fil d'Henri Monjoie, le directeur de la Gaîté Lyrique, qui lui dit, mon cher ami, je viens d'apprendre que vous créez votre prochaine opérette chez moi. Pourquoi pas? Il faudrait peut-être que nous nous rencontrions afin d'en discuter. Et c'est comme ça que Lopez a mis les pieds à la Gaîté Lyrique, avec une pièce certainement qui sera sa plus belle et sa plus grande œuvre aboutie au niveau musical, c'est Andalousie. Voilà. Après, il écrit des petites opérettes comme L'amour à Tahiti, dont je parlais tout à l'heure, dont une qui est un petit chef-d'œuvre qui s'appelle 4 jours à Paris. C'est dans 4 jours à Paris qu'il y a la fameuse samba brésilienne. C'est la samba brésilienne qui a été évidemment chantée partout et reprise par tous les orchestres de France. Et avec Andrex, Henri Jeunesse, Jeannette Batti, une opérette là très drôle. Le livret, voyez-vous, le livret pourrait se jouer presque sans la musique. Toujours le livret de Raymond Vinci, qui est un librettiste extraordinaire, et il crée ce 4 jours à Paris. Puis Lopez a un coup de fil de Maurice Lehmann,
Il lui dit, écoutez, je suis aussi directeur maintenant au Théâtre de l'Empire. J'aimerais remonter la Belle de Cadix, mais en grand spectacle. Donc, Mariano et Lopez prennent d'assaut l'Empire avec une version grand spectacle de la Belle de Cadix. Le spectacle, évidemment, est un succès. La musique de Lopez remporte tous les suffrages. Lopez commence à devenir célèbre. Mariano, n'en parlons pas. Et les Mannes lui disent, écoutez, j'aimerais bien que vous veniez créer quelque chose au Châtelet. J'ai une idée. Ça se passe au Pays Basque, un peu en Espagne aussi. Je vais adapter le roman de Pierre Benoît, de l'Académie française, pour Don Carlos. Et je crois que ça vous conviendra parfaitement au niveau musical. Lopez, évidemment, est emballé, bien et sûr. Un jour, il va avec les Mannes, il passe par la petite porte qui donne côté des quais de Seine. Il dit, il avait une toute petite clé, ça c'est Francis qui me l'a raconté. Une toute petite clé, il ouvre et il allait à tâtons, comme s'il allait violer un sanctuaire. Et ils sont arrivés sur la scène, Lehmann a mis la lumière, et évidemment la salle était devant Lopez. Il dit, vous vous rendez compte, Francis, voir 3600 personnes tous les soirs qui acclament votre musique, ce que c'est. Et là, Lopez, évidemment, a dit, c'est mon théâtre, quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'il créera énormément de pièces au Châtelet. Donc après ce magnifique pour Don Carlos, où là aussi le texte est très beau et la musique extraordinaire, certainement une des plus grandes aussi de Lopez, qui malheureusement ne joue plus, parce qu'il n'y a plus de matériel de décor et de costume, et ça coûterait évidemment beaucoup d'argent de refaire un matériel, mais c'est une très belle pièce, et le créateur c'était Georges Guettari. Mais il y avait aussi dans la distribution Fernand Sardou, le père de Michel Sardou. Hein. Voilà, donc c'était une opérette absolument parfaite. Succès évidemment garanti au rendez-vous. Donc Lehmann dit, je recommence avec Lopez, je fais une opérette. J'ai un thème qui s'appelle le Rossignol de Mexico. L'ébauche de livret qui avait été faite par Félix Gandera était pas très passionnant. Donc on appelle Vinci, évidemment, qui remet tout ça dans l'ordre, et ça devient le chanteur de Mexico. Et ce sera le plus gros succès de Mariano et le plus gros succès de Lopez. Ah bah oui. Voilà, 905 représentations consécutives. Oh là là. Énorme, hein. C'est vraiment énorme. Alors là aussi, Mariano quitte le château au bout d'un an, et c'est Rudy Rigoyen qui prend la suite. Donc ça a duré plus de 2 ans. Avec des semaines où il y a 11 représentations par semaine, c'est crevant. Les jours de fête, Noël, le jour de l'an, 3 représentations dans la même journée. 2h, 5h, 9h. C'est-à-dire les entre-spectacles devenaient des entr'actes. C'est extraordinaire, quoi. Ouais. Alors quand je les vois aujourd'hui, ils chantent tous en playback, ils ont peur de se fatiguer. Ces gens-là chantaient avec 45 musiciens dans la fosse, 50 choristes derrière eux. Et ils chantaient et ils avaient une voix qui tenait, quoi. Voilà. Et c'était des gens de métier, encore une fois. Métier. Ouais. Alors après, ce chanteur de Mexico, évidemment, Lopez crée encore d'autres petites opérettes très amusantes comme Monsieur Bourgogne. Une autre qui va révolutionner aussi l'opérette parce que elle donne la chance à un jeune fantaisiste et à une jeune fantaisiste aux côtés de Georges Guettari, c'est La Route fleurie. Ah ouais. Voilà, c'est La Route fleurie. Et on découvre bien sûr Bourvil et Annie Cordy. Et là aussi, sûr. Ça se jouera 4 ans à l'ABC. Ça a été un succès extraordinaire. Mais là aussi, la pièce est formidable, aussi bien musicalement que le texte, qui là aussi est une vraie pièce de théâtre, quoi. Donc, ce sont des ouvrages très complets, très complets, et fabuleux. Et après cette Route fleurie, il revient au Châtelet avec une autre adaptation de Pierre Benoît. C'est La Toison d'Or, avec André Dassary. Et là aussi, c'est une partition magnifique. Les décors et les costumes étaient somptueux. Et en même temps, il crée à la Porte Saint-Martin, à la Jamaïque, avec Jeanne Sourza, Jacques Morel, Maria Candido, Fred Pasquali. Enfin, il y avait vraiment, là aussi, c'est une pièce avec des airs, quoi. Voilà, Et puis Bobino dit à Lopez, il faut absolument me faire quelque chose parce que là, j'ai plus rien. Et là, Lopez et Vinci disent non, on a déjà à Paris La Route fleurie, la Jamaïque, La Toison d'Or en même temps. Ça
Ça fait beaucoup de Lopez dans Paris, quoi. Et donc, il dit, d'accord, on veut bien, mais avec des pseudonymes. Alors l'autre, il dit, bah non, ça m'intéresse pas. Il dit, si, jouez le jeu, et donc ils prennent chacun le nom de famille de leurs beaux-parents. Mais la pièce était tenue par Andrex, Fernand Sardou, Jackie Sardou, Félix Paquet, enfin voilà, des gens qui étaient très connus à l'époque. Évidemment, c'est le secret de Polichinelle, et évidemment, tout le monde sait que le soleil de Paris était de Lopez et Vinci, évidemment. Donc là aussi, petite pièce très amusante, très sympathique pour Andrex, voilà. Et puis on arrive, 1955, on arrive à une création, et surtout la venue dans l'opérette, surtout au Châtelet, personne n'y croyait, parce qu'on disait on l'entendra pas, etc. C'est Tino Rossi. Bien sûr. Qui arrive dans Méditerranée en 1955. Et c'est un succès extraordinaire. Ils vont faire 2 ans, plus de 600 représentations. Voilà, c'était avec Fernand Sardou également, qui joue le rôle du père Padovani, un curé, c'est extraordinaire. Là aussi, le texte est fabuleux, la musique colle parfaitement au sujet, écrite pour Tino Rossi, et une bonne partie de la pièce se passe en Corse. Voilà, ça c'est très intéressant. Et les décors étaient brossés magnifiquement avec le petit village de Casavecchia, etc. C'est très beau. Et puis il y avait cette prière à Vierge Marie quand la maman a un problème cardiaque. Enfin, il y avait beaucoup de sentiments et aussi beaucoup de drôleries. Il y avait des personnages très drôles. Il y avait Ardisson, Fernand Sardou. Donc tout ça, c'était des personnages truculents du Midi. Donc qui étaient bien dans ce style méditerranéen. Et puis, il y avait aussi une chanson qui a été très connue à l'époque, c'était le tango méditerranéen que chantait Tino. Ah, qu'il est doux de danser un tango dans tes bras. Voilà, c'était un gros succès. Et puis, bien sûr, la chanson titre, Méditerranée. Méditerranée, qui est connue dans le monde entier. Ça et Mexico sont certainement les deux, et La Belle de Cadix, les 3 airs les plus connus de Lopez. Donc, nous avons ce Méditerranée qui fait véritablement un triomphe à Tino Rossi. Et Tino Rossi, du coup, reviendra à l'opérette plus tard aussi, parce que, évidemment, il a vu que ça marchait bien. Alors, Lehmann avait trouvé plein de subterfuges pour qu'on entende Tino Rossi. Il avait mis des micros partout dans les décors pour qu'on puisse l'entendre, pour que sa voix passe. Mais Tino Rossi avait une voix très bien placée. Donc, même en chantant doucement, on l'entendait malgré tout. Ça passait par-dessus la rampe, comme on dit. Oui. Et puis, après ce Méditerranée, là, Lopez laisse quelques années avant de revenir au Châtelet. Il va créer pour Annie Cordy Tête de Linotte, Annie Cordy et Jean Richard. Pareil, petite pièce très amusante. Voilà, toujours alterner les petites pièces très sympathiques avec les gros ouvrages. Et en 59, il revient au Châtelet avec Mariano, qui n'y avait pas remis les pieds depuis le chanteur de Mexico, avec Le Secret de Marco Polo, qui a une partition extrêmement vocale, pour le ténor, extrêmement vocale, avec un sujet tout à fait merveilleux, qu'on doit aussi à Raymond Vinci, et puis des décors et des costumes fantastiques. D'ailleurs, la critique avait été très 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 bonne au niveau du montage de la pièce. On avait dit que certainement le Châtelet n'avait jamais autant rivalisé de splendeur et de richesse. Ça a été une très belle pièce qui n'a pas connu le succès qu'elle méritait. Beaucoup moins que Mexico ou Méditerranée, beaucoup moins. Mais enfin, qui à l'époque représentait moins de représentation, mais qui pour aujourd'hui, bien sûr, serait alors là un double triomphe, quoi. C'est bien sûr. Et puis après Marco Polo, vient le tour de la Gaîté Lyrique avec Mariano et Annie Cordy dans Visa pour l'amour, qui va être un très gros succès également, livret toujours de Vinci. Alors c'est une pièce qui est moderne, qui se passe de nos jours, enfin, dans les années 50, et je crois qu'il faut les laisser dans les années de création, parce que on ne parle plus de la même manière, on ne chante plus les mêmes chansons, on ne s'habille plus non plus de la même façon. Donc je pense que c'est intéressant de les laisser dans le jus de la création. Et donc c'est une pièce qui ressemble un peu les petites sympathiques, mais qui en même temps, vu la grandeur de la Gaîté Lyrique, a des décors et des costumes et de nombreux tableaux féeriques. Donc c'est une pièce un peu entre les deux. Après,
Lopez reçoit un coup de téléphone de Tino Rossi qui lui dit écoute, je vais faire ma rentrée avec une opérette sur les airs de Vincent Scotto. Et Lopez lui dit écoute, c'est complètement idiot. On te fait une opérette sur mesure dans laquelle on rendra hommage à Vincent Scotto. Ah oui, c'est une bonne idée. Et c'est comme ça qu'est né Le Temps des guitares, qui a été là aussi un succès énorme. Énorme. Très sympathique pièce. Petite pièce, là aussi, très sympathique, très drôle, avec Maurice Baquet, Pierre Doris. Des gens qui avaient une truculence extraordinaire. Et donc cette pièce aussi a tenu 2 ans à l'ABC, extraordinaire. Et puis après, eh bien, nous arrivons avec une pièce qui n'a pas fait énormément de succès, évidemment, encore une fois, succès estimable, hein, mais qui pour l'époque n'avait pas fait énormément de succès. Ça s'appelle Cristobal le Magnifique, avec Fernand Sardou, Henri Jeunesse, Robert Ripa, qui à l'époque était un petit ténor chanteur de charme, quoi. Absolument, ouais. Voilà. Et donc là aussi, bon, c'est une petite pièce encore sympathique et tout, mais c'est créé à l'européen et c'est moins prisé que Bobino ou encore l'ABC. Et puis nous arrivons au grand retour de Lopez et de Mariano au Châtelet, parce qu'il y avait eu une grosse engueulade entre le directeur Maurice Lehmann et Luis Mariano lors du Secret de Marco Polo. Donc il s'était rabiboché, mais Lehmann avait eu le dernier mot en lui disant Monsieur Mariano, tant que je serai, je vous fais mes excuses, mais tant que je serai directeur du Châtelet, vous n'y remettrez jamais les pieds. Voilà. Donc il n'y a pas remis les pieds. C'est seulement quand Lehmann quitte le Châtelet, qu'il est remplacé par Marcel Lamy, que il demande à Mariano de revenir, avec Lopez et Vinci, qui déjà était très malade d'un cancer, a accepté d'écrire la pièce. Et ça, c'est un véritable bijou, mais à tout niveau. C'est Le Prince de Madrid. Voilà, qui va être aussi un énorme succès. Voilà. Pour terminer l'émission, est-ce que vous pourriez éventuellement nous chanter un air qui vous a touché particulièrement? Il y en a beaucoup. Ah oui, d'où la difficulté. De la difficulté, parce que j'ai chanté dans ma vie à 97% que les œuvres de Lopez, donc ayant joué, moi à mon tour, La Belle de Cadix, Andalousie, Chanteur de Mexico, etc. J'ai beaucoup d'affection pour Le Prince de Madrid, La Caravelle d'Or, donc qui sera la dernière opérette créée par Mariano, donc qui succède au Prince de Madrid. C'est une pièce absolument géniale, la plus grosse pièce qu'on ait jamais montée. Il y avait 38 tableaux, c'était extraordinaire. Et malheureusement, Mariano pourra pas l'amener à bon port puisqu'il meurt pendant la série, quoi. Voilà, j'ai une grosse affection pour cette opérette que j'ai eu la chance de chanter. Et je vais peut-être vous chanter ça. Allez. Il était jadis une princesse, dans le tendre éclat de sa jeunesse, qui reçut un jour d'un conquistador une caravelle d'or. On dit que le roi en prit ombrage et qu'il refusa leur mariage. Mais nos amoureux, bravant l'univers, partirent seuls sur la mer. Va, ma caravelle d'or, va sur l'océan des nuits. S'endort, c'est l'étoile d'amour qui te conduit. Va sur l'écume des jours, comme un oiseau qui s'enfuit. Emporte à tire d'aile nos deux amants fidèles et leur amour. Va, va,
Merci beaucoup. Et à très bientôt pour nous présenter d'autres pages de l'histoire de l'opérette. Bien sûr, avec plaisir. C'est l'enchantement entre le ciel et l'océan qui vous enivre et qui ce soir vous prend tout doucement. Vous oublierez tout pour un baiser qui vous rend fou et qui nous dit de ne penser qu'à nous. C'est l'enchantement des îles, c'est l'envoûtement de la nuit, c'est l'enchantement du chant des palmes dans le vent qui nuit et jour nous poursuivra toujours. C'est l'enchantement de 1000 étoiles au firmament qui nous promettent un éternel printemps pour les amants. Quand descend le soir, l'amour nous garde en son pouvoir et nos désirs ont un parfum d'espoir. C'est l'enchantement des îles, c'est l'envoûtement de la nuit, c'est l'enchantement de ce pays tendre et troublant qui pour toujours nous donnera l'amour.